Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Fodé Silla, ancien député européen, ancien président de SOS Racisme. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets, les dernières élections européennes et la montée de l'extrême droite, le risque de voir les politiques anti-migratoires s'accentuer. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. À quelle Europe faut-il s'attendre désormais après la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays lors des élections des députés au Parlement européen la semaine dernière? Ça craint pour les immigrés sur le vieux continent et pour les futurs candidats à l'émigration en Europe. Bonjour Fodé Silla. Bonjour, merci de m'inviter à échanger sur ce sujet important une semaine après les élections. N'est-ce pas? Vous avez donc dirigé l'association française SOS Racisme entre 1992 et 1999. On se souvient de votre combat pour les sans-papiers au milieu des années 90, menacés d'expulsion à l'époque, les charters de Charles Pasqua. Il y avait une femme qui s'était également distinguée dans cette bataille contre cette politique de migration du gouvernement français pendant cette période. Madjiguène Cissé donc, qui nous a quittés le 15 mai dernier à Dakar. Absolument. Elle représentait quoi pour vous, Madjiguène Cissé? Madjiguène Cissé, pour moi, était d'abord ce qu'on oublie souvent, d'abord une intellectuelle. Et c'était une spécialiste de la langue allemande. Une germaniste. Une germaniste, exactement, qui avait des diplômes assez conséquents et qui menait une véritable réflexion en tant que femme de gauche, d'ultra-gauche, très engagée. Et c'était peut-être aussi l'émergence des premières femmes noires sur la scène politique française. Moi, j'avais été le premier député européen issu d'immigration africaine. On peut dire que dans les années qui ont suivi, une des premières femmes qu'on a vues s'engager politiquement dans les luttes sociales, après il y a d'autres qui vont suivre, des ramayades sur le terrain politique notamment, et Sibetia récemment encore, mais on peut dire qu'elle a incarné ce combat des femmes noires africaines. Elle avait choisi l'extrême gauche, pas forcément très populaire, c'est un choix. Ah bah c'est un choix, c'est un choix politique, c'est un choix de conviction. Moi personnellement, par exemple, dans ces années-là, j'étais un peu opposé à l'idée de dire qu'il faut régulariser tout le monde, parce que je pensais qu'il fallait d'abord faire de la priorité ceux qui avaient des enfants, qui étaient intégrés, et que ceux qui venaient d'arriver, c'était un peu plus compliqué. Et donc on n'était pas tout à fait sur la même ligne, parce qu'elle voulait une régularisation de tout le monde, et je trouvais que c'était une prise de position. Ce qui est important en tout cas dans ces années-là, c'est que lorsqu'on touchait à un immigré, tu avais un sentiment de solidarité très fort. On voyait Monseigneur Gaillot, on voyait l'abbé Pierre, on voyait le professeur Schwarzenberg et toutes ces artistes qui venaient effectivement lutter auprès des immigrés et empêcher qu'on les expulse. Symbole de cette période-là, cette fameuse église qui servait de refuge aux sans-papiers. Tout à fait. Et puis, vous savez, dans ces années-là, c'est aussi des luttes sur plusieurs terrains. J'en parle pour Madjiguène surtout. Absolument pour Madjiguène, mais c'est aussi des combats qu'on menait de façon concomitante, par exemple, sur le droit au logement. Parce qu'il fallait aussi aider toute une série de populations, notamment les Africains. Moi, j'avais démarré là-dessus, qui étaient expulsés des foyers de travailleurs. Il y avait aussi les sans-papiers. Et puis, concomitant à tout ça, et puis ce qu'il faut avoir en toile de fond, c'est que déjà, l'extrême droite et son imprégnation idéologique sur la société française, et notamment sur la droite républicaine, est déjà très forte. Vous citiez tout à l'heure les charters des 101 Maliens de Pasqua, qui avait été fait en référence au film de Walt Disney, les 101 Dalmatiens. La symbolique était chargée, était forte, et puis on voyait déjà une partie de la droite républicaine commencer à grignoter
voire même à aller un peu braconner sur les terrains du Front On a National. l'impression que tous les partis politiques français jouent un peu sur cette corde-là, sans l'assumer totalement. Tout à fait, je suis d'accord. Et ça a démarré d'abord par une partie de cette droite-là qui a commencé à aller chercher un peu des thématiques. À gauche, nous-mêmes, ça allait aussi loin, mais quand on a commencé à dire on ne peut pas acquérir la misère du monde. Éric Ciotti en est la preuve parfaite actuellement. Éric Ciotti, c'est pire que ça. Éric Ciotti, c'est même pire encore, parce que je pense que quelque part, Son quand on est parti ne l'a pas républicain... suivi. Les Républicains qui Tant l'ont mieux. même expulsé de... Tout à fait, qui l'ont même expulsé. Mais quand on est issu d'un parti, c'est aussi le parti du général de Gaulle, c'est le parti de la résistance, c'est précisément le parti de la lutte contre le nazisme. On ne peut pas du jour au lendemain vouloir incarner ce parti-là et puis bien évidemment aller braconner sur les terres Le bureau fertiles politique d'extrême des droite. Républicains qui a décidé de l'exclure, donc exclut Éric Ciotti pour avoir agité l'idée de faire alliance avec le Rassemblement national aux prochaines législatives françaises. Tout compte fait, cette période c'était une période charnière pour vous qui luttez pour le droit des migrants qui arrivent en France. Tout à fait. Le milieu des années 90. Tout à fait. Et je rappelle, Fodé Silla, vous l'avez même déjà dit, que vous avez été député européen entre 1999 et 2004, le premier ressortissant d'Afrique noire à être député à Strasbourg, le siège du Parlement européen. Vous étiez proche du Parti socialiste, mais vous aviez été élu sur la liste soutenue alors par le Parti communiste français. Tout à fait. Vous avez été investi en tant que personnalité issue de la société civile. Jean-Luc Mélenchon, le nouvel ami d'Ousmane Sonko, il n'était pas content. Et il disait de vous, on lui a prêté des convictions, il ne nous les a pas rendues. Qu'aviez-vous répondu ? Écoutez, lui-même a fini finalement par m'emboîter le pas, puisque lui-même a fini par aller au Parti communiste français, et c'est de là même qu'on peut dire qu'il a pris son essor politique. Oui, c'est vrai. Je pense surtout qu'il y a beaucoup de Français, d'élus français, qui ont eu dans ces années-là du mal à accepter qu'une génération n'allait pas se contenter à coller des affiches, à distribuer des tracts, mais qu'on voulait aussi participer à la vie politique, et ça a surpris plus d'un. Voilà, ma génération, celle d'Harlem Désir, celle de... Harlem Désir, que vous avez remplacé. Que j'ai remplacé à SOS Racisme et moi-même. Le fait de voir qu'on n'allait pas uniquement se contenter à faire du témoignage, et ça c'est très fort, et dans la gauche et dans la droite, et cette phrase de Jean-Luc Mélenchon à l'époque en était une incarnation, l'incapacité de nous projeter autrement que comme des militants, et comme quelque part du chair à canon militante, j'en veux plus, le temps est passé, j'en suis plus là, moi aujourd'hui je suis appelé à la constitution d'un front républicain, d'un front uni, démocratique, qu'on pourrait qualifier de front populaire, comme on l'a fait face au nazisme, pour pouvoir résister et gagner les élections. Mais on voit bien que l'histoire m'a donné raison, parce que mon choix que j'ai fait à l'époque d'aller au Parti communiste, c'est parce que le Parti communiste me permettait, dans une liste ouverte, de rester et de porter mon combat des droits de l'homme au Parlement européen, sans être obligé de prendre ma carte dans un parti. Et j'étais fier, et tous les militants des SOS Racisme m'avaient accompagné, et ça n'a pas manqué au Parlement européen. J'ai animé le groupe pour l'égalité, et je me suis battu sur toute une série de sujets, et notamment aussi pour une réelle répartition dans les commissions, dans les richesses, dans les pays ACP et les pays de l'Union européenne. Oui. Les hommes politiques français que vous êtes, c'est parfois à ne rien y comprendre. Charles Pasqua, M. Charter, qui, plusieurs années plus tard, exprime de regrets pour avoir fait ça. Oui, parce que je pense qu'à un moment, quand les hommes politiques sont en difficulté, ont du mal à apporter des réponses sur le terrain social, sur le terrain économique. Il est très facile de désigner des boucs émissaires. Le Front National a commencé en 1983 avec le slogan 3 millions d'immigrés égale 3 millions de chômage. Vous voyez, c'est réducteur, c'est simple, mais on retient. Et donc, ils ont commencé à faire une confrontation au sein de la classe. C'est pour ça que je dis que c'est pas l'apanage du Front National de vous à Rassemblement National. Exactement. Jacques Chirac lui-même a parlé des bruits et des odeurs dans Tout les à fait. Mais appartements des Noirs. Une partie donc des hommes politiques qui se sont trouvés dans l'incapacité à apporter des réponses ont abondé un peu dans le sens du Front National. Et le débat sur l'immigration en France et plus généralement en Europe revient au devant de la scène après les résultats des élections européennes de dimanche dernier et la percée de l'extrême droite. Donc, la crainte de voir les lois anti-immigration durcies. Oui, d'abord, si vous permettez, un petit mot sur les élections européennes. Ça n'a pas été véritablement les enjeux
stratégique européen, de sa place dans le monde, la défense européenne, de comment est-ce qu'on fait face à cette crise énergétique, face à cette crise économique et financière. Maintenant vient se rajouter une sorte de bordélisation, j'ai envie de dire de bordélisation même, de la société française avec ses 40% de droite et d'extrême droite, donc quand même qui est très important et très conséquent, un des plus importants en Europe. Donc déjà c'est catastrophique par rapport à l'image de la France. Et qui plus est, comme vous le rajoutiez, moi je connais, depuis très longtemps j'ai écrit un livre avec des chercheurs, des intellectuels, des économistes français en 98, qui s'appelle La préférence nationale en apartheid à la française. Donc on connaît le programme du Front National. Et ces programmes-là, comme il ne pourra pas faire grand-chose, quand ils vont arriver au pouvoir, bon, on ne le souhaite pas, mais il y a une chance que ça se passe ainsi. Que va-t-il se passer? L'Europe va leur dire, respectez les 3% de croissance. Économiquement, leur programme est sans dessus-dessous. L'Institut Montaigne, les instituts indépendants disent qu'ils ne pourront rien faire parce qu'il y a un hiatus qui est trop grand entre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils pourront faire. Quand ils disent, par exemple, à un moment, on va baisser de 20% notre participation à la communauté européenne, ça ne se passe pas comme ça, c'est des négociations. Donc, qu'est-ce qu'ils feront? Ils continueront symboliquement à demander des référendums sur l'immigration, des lois de plus en plus fortes, peut-être même la remise en cause de la binationalité, où ils diront, vous devez choisir français ou sénégalais, par exemple. Ils feront des lois et des mesures où ils vont criminaliser les pauvres aussi. Ils vont dire, vous comprenez, tous ces gens qui ne travaillent pas, dont les immigrés, il faut les taxer plus. Et son programme est ultra-libéral. C'est la privatisation de la santé, c'est des lois antisociales qui plus est sur les immigrés. Ça va être tellement facile, quand on est incapable d'apporter des vraies réponses, de stigmatiser sur les immigrés. On va rogner de façon drastique sur les droits des étrangers qui sont déjà extrêmement fragilisés en Europe. Et d'ailleurs, moi j'en vaux énormément pour le coup à la dernière loi sur l'immigration, parce que je pense que c'était une énième loi qui ne servait à rien, qui abondait encore dans le sens de dire je vais aller chercher une partie de l'électorat de l'extrême droite. Et comme d'habitude, les gens ont préféré l'original à la copie. Et ça n'a fait que rendre encore plus précaire la situation des étrangers. Et je pense, comme vous, pour aller dans le sens de votre question, que ça va être terrible, les lois contre les immigrés. Et dans les administrations, le signal sera donné que maintenant on peut y aller. Que veut cette Europe d'extrême droite anéantir, annihiler, dire que les étrangers ça pèse rien, c'est quand même surréaliste un peu, non? Même du point de vue confessionnel, je regardais un sujet sur une chaîne française où même les chapelles et autres églises, ce sont les étrangers qui font fonctionner ces lieux de culte par la cotisation, le monde qui donne, personne d'autre, même les résidents ne donnent pas. Pour donner cet exemple anecdotique, ça peut aller jusqu'à une autre échelle sur le plan économique. Mais alors pourquoi on ne voit pas des étrangers là-bas maintenant? D'abord, je pense que en France, et ce sur lequel je me suis battu avec une génération aussi, c'est sur ce devoir de mémoire. Vous savez, quand on n'explique pas à une génération ce que fut l'apport, par exemple, des bataillons africains, on a fêté il y a quelques jours, vous vous rappelez, le 80e anniversaire de la libération des bataillons africains. Débarquement en Normandie. Essentiel, débarquement en Normandie notamment, et puis après en Provence en août 1944. On n'explique pas ce que fut l'apport, par exemple, des résistants, des FTP-Moi. Et pourtant, il y a 2 mois, on a pantonisé Manoukian et puis les FTP-Moi, la main-d'œuvre ouvrière qui était résistante au Panthéon, notamment Manoukian et ses compagnons. On a mis du temps pour reconnaître ce que fut l'apport des tirailleurs africains. On avait réussi, grâce au combat notamment de Mme Essata Seck, à les faire venir maintenant au Sénégal. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils étaient partis. N'oubliez pas qu'on fête en même temps les 80 ans de Tiaroy 44. Et de Tiaroy 44, bien évidemment. Tout ça, c'est dans la même dynamique. On a massacré des soldats sénégalais uniquement parce qu'ils ont réclamé leur pension militaire. Tout ça peut dire que quand on n'explique pas aux gens l'apport qu'a été les immigrés et qu'on n'explique pas de façon pédagogique, par exemple, dans les années de reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, à qui on a fait appel? C'est comme ça qu'on a fait venir les migrants, parce qu'il fallait reconstruire une Europe qui était complètement détruite à terre. Donc, l'apport de toutes ces personnes-là n'ont pas été suffisamment pris en compte, ni sur le plan de la mémoire, ni sur le plan effectif de ce qu'ils apportent aujourd'hui. Dans le nouveau projet de la loi, ils disent quelque chose de très ambigu. Ils disent des gens qui travaillent dans les métiers, attention, on a besoin des immigrés. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, on a besoin d'eux, on ne va pas l'avouer, on va continuer à faire des lois uniquement pour la communication. Et pourtant là, l'exécutif actuel en France,
l'exécutif d'Emmanuel Macron est en train de voir comment régulariser justement ces sans-papiers qui travaillent déjà dans le tissu économique français. Vous voyez le paradoxe? C'est qu'en même temps, on a un discours qui dit on n'en veut pas, et dans la réalité, le patronat français dit, mais écoutez, nous, si on ne prend pas 200 000 personnes dans la restauration qui viennent de... Voilà, une main-d'œuvre qu'on n'a pas, on n'y arrivera pas. Si on ne fait pas la même chose dans le bâtiment, on n'y arrivera pas, ni dans les services. D'ailleurs, Mélanie, c'est la descendante de la fasciste Mussolini qui aujourd'hui est en Italie, qui d'ailleurs a fait un gros score aussi. La présidente du Conseil italien. Exactement, qui d'ailleurs a fait un gros score, parce qu'après l'extrême droite en France, je pense qu'un des plus gros scores c'est l'Italie, et voilà, entre autres. Et elle a commencé par faire toute une campagne pareille contre les migrants, etc. Depuis qu'elle est au pouvoir, je pense qu'elle a délivré 240 permis de travail. C'est-à-dire qu'en vérité, tout le monde sait aujourd'hui que le seul... 240 000 permis de travail. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que s'il n'y a que la solution allemande ou Angela Merkel à regarder en disant j'ai une population qui vieillit, comment je vais faire pour payer mes retraites. Elle a fait venir 1 million de migrants, ça n'a pas été facile. Voilà, elle les a intégrés petit à petit. Et ben aujourd'hui, elle est quasiment assurée d'avoir une main-d'œuvre qui peut payer sa retraite. Parce que quand on a une population qui vieillit aussi et qui a plus assez de gens qui puissent travailler pour cotiser nos retraites, donc loin, très loin de ce qu'on raconte, l'apport des migrants, y compris dans la cotisation pour les retraités à venir, y compris dans tous ces métiers, le bâtiment, la santé, etc. D'ailleurs, on l'a vu pendant la Covid. Tout le monde était content à ce moment-là de voir les migrants venir en mobilette nous apporter des pizzas. Tout le monde était content de voir que dans les personnels soignants dans les hôpitaux. Bon, et par contre, ça c'est la réalité. Mais c'est tellement plus facile en politique de choisir des beaux commissaires, on connaît ça. Ça a été, c'est une politique, et c'est le fonds de commerce, c'est l'ADN de l'extrême droite française. Mais ça semble une tendance mondiale, le populisme, la démagogie, pas qu'en Europe, dans les Amériques, en Argentine, Trump aux États-Unis, un peu partout, en Afrique aussi. En Afrique aussi. Les putschistes. Absolument. Un peu de Pastef selon certains. C'est tendance, quoi. C'est tendance, et des fois ça peut être très grave, parce que quand on exalte, moi en 94, j'étais président des SOS et je m'étais rendu avec Harlem Désir en plein génocide au Rwanda, et dans sa forme la plus extrême, qui lorsqu'on destine pas la population contre une autre, on a quand même assisté à ce génocide tropical. On a vu quand même une partie de la population se débarrasser de façon extrêmement planifiée, organisée, à tel point qu'on peut le qualifier de génocide au même titre que les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça à cause des questions d'attiser la haine raciale et d'opposer les gens. On l'a connu en Afrique, on l'a connu avec ce fascisme et cet hitlérisme qu'on failli faire sombrer l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez raison, il y a aujourd'hui une tendance dans le monde. Alors, ce qu'on vit avec les Africains finalement en Europe, c'est ce qu'en Amérique on vit avec les Mexicains. C'est-à-dire que là aussi, tout le discours fabriqué pour pouvoir se maintenir en défense soi-disant des petits blancs américains, c'est de dire ceux qui piquent vos boulots, la menace pour nous, le grand remplacement, ce serait les Mexicains. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, faisons aussi attention, parce que les populistes, ils ont un programme qu'ils annoncent. C'est tellement plus simple, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils tiennent jamais leurs promesses. Voilà. Parce qu'ils ne pourront pas tenir leurs promesses. Parce qu'il faut être honnête avec les gens. Les faits économiques sont tels qu'ils sont, les budgets sont tels qu'ils sont, et les promesses qu'on prend en disant on va baisser telle chose là, on va augmenter telle chose là, on va raser gratis demain, ça n'existe pas. Voilà, j'ai assez d'expérience politique, modestement, pour pouvoir dire que j'en ai vu passer, y compris quand le Front National ont pris toute une série de villes en France, Toulon, Orange, Marignane, Vitrolles, mais c'était terrible dans leur gestion. Bon, et en plus, ce qui est beaucoup plus inquiétant avec les populismes, regardez par exemple en Europe, ils ont fait toute une campagne, ils ont parlé de tout sauf d'Europe. Bon, le Front National en septembre va être condamné pour avoir détourné 8 millions d'euros avec des faux assistants. Bon, donc ces gens-là, on ne peut pas faire confiance. Avec le populisme, on ne peut pas régler l'avenir et les problèmes des futures générations. C'est que de la démagogie et ça ne se repose sur rien de concret. On va voir si en France, ce grand remplacement va être réussi un jour ou pas, en tout cas. J'espère qu'il ne sera pas. J'espère qu'il ne sera même pas mis en œuvre. Le président Emmanuel Macron, lui, il a tiré les conséquences politiques de la victoire du Rassemblement national à ces européennes en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale. Il décide aussi d'organiser donc de nouvelles législatives le 30 juin et le 7 juillet pour le premier et le second tour. Le RN
pourrait bien gagner ces élections. C'est une possibilité. Et ce serait la cohabitation avec l'exécutif dirigé par Macron. Et donc, le Premier ministre serait issu du Rassemblement national de Marine Le Pen. On verra en cas de victoire de ce parti d'extrême droite qui de Madame Le Pen ou de Jordan Bardella, président du parti, va devenir chef du gouvernement français. Faut-il s'inquiéter en Afrique, surtout maintenant, avec la montée de l'extrême droite et les relations de coopération économique entre la France et les pays africains, dont le Sénégal? Moi, si j'ai un message essentiel à faire passer aujourd'hui, c'est d'abord de dire qu'il n'y a aucune fatalité à l'arrivée de l'extrême droite, dans quelques semaines au pouvoir en France. Je pense qu'il y a encore un sursaut qui est possible, et j'en appelle notamment à tous les Français qui sont mes compatriotes, qui ont accompagné tous ces mouvements progressistes ces dernières années, ceux qui ont milité avec moi et qui continuent à SOS Racistes, ceux qui sont dans les organisations syndicales, tous les binationaux, tous les enfants issus d'immigration, en disant ne restez pas chez vous, allez voter. Parce que comme d'habitude, vous dites que la politique ne règle rien. Souvent, je suis d'accord, vous êtes déçus, mais en attendant, vous voyez bien que l'extrême droite, eux, sont mobilisés. Et c'est une bataille frontale contre des gens qui sont extrêmement violents. Il ne faut jamais oublier que pour l'année 1995, 3 jeunes issus d'immigration ont été tués directement ou indirectement à cause de l'idéologie du Front National. Brahim Bouram a été jeté le 1er mai 1995 dans la Seine à l'issue d'une manifestation défilée du Front National, et c'est le président Mitterrand qui était venu à mes côtés pour jeter un bringue muguet, on se rappelle de ça. Ahmed Bouhoud a été tué par des codeurs d'affiches du Front National. Donc on est face à des gens sur lesquels je demande vraiment à tous mes compatriotes, à ceux qui sont attachés à toutes ces valeurs républicaines, c'est pas que les immigrés, ça va toucher toute la démocratie, parce que ça va toucher aussi les personnes les plus fragilisées, d'aller voter. Et la deuxième chose aussi qui me paraît très important, c'est de dire aux dirigeants africains, c'est le moment, y compris au président de la République sénégalaise, je le dis, c'est le moment d'expliquer aussi que si l'extrême droite arrive, eh bien, ils ne pourront pas continuer à venir faire du business. Ils ne pourront pas continuer à s'asseoir à la table comme si de rien n'était et qu'on leur signe des contrats, etc., tout en continuant à faire voter des lois contre les Sénégalais, les Africains et nos compatriotes. Il va falloir le mettre devant leurs contradictions. J'en appelle aux dirigeants africains à ce qu'ils disent clairement, si demain ces gens-là qui ont bâti toute leur carrière politique contre les Africains, contre les immigrés, et qui passeront leur temps à en rajouter, ce ne sera pas possible de tenir dans le Nord des discours anti-immigrés, violents à notre égard, fragilisant nos compatriotes, pour en même temps venir ici faire du business comme si de rien n'était. Et je pense que cette voix des Africains peut énormément compter. Et je le dis en plus à certains de des Français qui sont installés ici dans la 9e circonscription, qui sont les Français de l'étranger, comme j'en fais partie dans le cadre aussi de mes fonctions. Je vois le score que fait dans des villes comme Saly, etc., au Sénégal, le score que des gens qui vivent avec nous au Sénégal, qui partageons tous les jours le tieb, qui partageons ces teranga, qu'on accueille dans nos pays, comment ils peuvent voter un taux aussi important contre l'extrême droite. Il n'y a que 2 lieux de vote au Sénégal pour les Français, Saly et Dakar. Exactement. Et le score de l'extrême droite, c'est même pas de Bardella, de Marion Maréchal, donc de Zemmour, celui qui nous insulte encore plus que tout le monde, parce qu'il y a une sorte de partage des tâches pour bien nous endormir, qui ferait penser que la famille Le Pen est devenue un peu acceptable, alors que sur le fond c'est le même programme, et que Éric Zemmour, avec toute la propagande de CNews, etc., et de Bolloré & Co, continue à nous insulter à longueur de journée sur des chaînes comme CNews, etc., que lui serait le méchant. Eh bien lui, il a fait un parti avec Marion Maréchal, et c'est eux qui apportent un des plus gros scores, à Saly au Sénégal. Je dis, voilà, arrêtez d'être dans des contradictions. C'est pas possible. Vous ne pouvez quand même pas demander aux Sénégalais de dire, je vote parce qu'il y a trop de Sénégalais au Sénégal. Bon, ça devient complètement délirant, ce qui repose que de l'idéologie qui finit par pousser les gens dans des embrigadements et dans des logiques délirantes. C'est kafkaïen. À quoi jouent les Français? À quoi jouent les Français? Marine Le Pen, présidente de la République, ça s'approche, non? Ça s'approche. À quoi jouent les Français? Déjà en 2002, coup de tonnerre quand Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, se qualifie au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. Marine Le Pen elle-même est arrivée au second tour de la présidentielle française. On a l'impression que les Français, ils sont pas très honnêtes avec le reste du monde. Oui, et puis je pense que surtout l'extrême droite française... On est sincère avec le reste du monde. Je pense aussi que l'extrême droite française joue sur un sentiment. Peut-être qu'il peut expliquer pourquoi le président français, Emmanuel Macron, a précipité un peu législatif. Qu'est de dire,
on ne nous a pas encore essayé. Vous voyez, les Français disent on a essayé le socialisme dans sa version Mitterrand, on a essayé le socialisme jusqu'à sa version Valls, qui d'ailleurs au passage avait demandé la déchéance de la nationalité. Pour se présenter ce qui est vraiment à une municipale en Espagne. En Espagne, bon, ce qui montre là aussi dans les grandes contradictions, y compris de la gauche française. Et bien évidemment, aujourd'hui, on voit bien que quelque part, ils disent on a essayé aussi la droite, voilà, des goulus jusqu'à des affairistes comme Sarkozy, hein, qui ont quand même bien déstabilisé aussi l'Afrique et qui n'ont pas été tant non plus qui a mis en place un ministère chargé de l'identité nationale aussi, hein, qui n'est autre qu'une façon de faire la préférence nationale de Marine Le Pen. La Libye, c'est voilà. Sarkozy. Hein. Exactement, aussi par ailleurs. Et que donc, finalement, peut-être que le président Macron se dit, comme il joue sur le thème, voilà, on ne les a pas encore essayés, il dit aux Français, vous n'avez qu'à les essayer, vous verrez. Voilà. Quelque part, vous vous rappelez, je ne sais pas qui disait, vous trouvez que l'éducation coûte trop cher, essayez l'ignorance. Voilà. Et peut-être que quand ils seront au pouvoir, moi, je ne souhaite pas qu'on en arrive à ça, mais c'est une hypothèse, vous avez raison. Ils pourraient arriver demain au pouvoir, et là, ils auront, dans les 3 ans qui restent, à nous démontrer qu'ils peuvent faire mieux que les autres. Moi, mon pari, et parce que je suis historien, parce que aussi j'ai suivi tous ces mouvements, etc., identitaires, toute cette démagogie pendant des années, je vois très bien qu'ils ne peuvent rien faire, ni économiquement, ni rien, sinon que d'alourdir encore plus les charges pour les personnes qui sont en situation d'exclusion. Si le Rassemblement national gagne les prochaines élections françaises, législatives et présidentielles, les relations seront très difficiles avec le Sénégal de Pastef. J'espère bien. Que pas qu'avec le Sénégal de Pastef, qu'avec tout le Sénégal, tous les Africains et tous les citoyens du monde. Voilà, on peut quand même pas... On le disait tout à l'heure, on est dans une situation où ce monde est déjà a des problèmes à régler. Voilà, moi j'aurais aimé, par exemple, que les élections européennes, ce soit l'occasion de dire comment est-ce qu'on s'en sort de cette crise et de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. J'aurais voulu qu'on dise, enfin, on ne peut pas continuer comme ça, avoir des enfants massacrés, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et voir ces enfants palestiniens massacrés à cause d'une politique délirante de dirigeants israéliens. Et en même temps, on ne peut pas accepter que dans cette Europe, ça donne lieu à des phénomènes d'antisémitisme et d'exaltation de la haine des Juifs. Voilà autant de sujets qu'on aurait pu aborder, s'asseoir, réfléchir en tant qu'Européens, parce que l'Europe a été créée pour une seule raison. C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale, essayer d'aller vers la paix et de dire plus jamais ça par rapport à ce qu'on a connu. Mais ça n'a pas été le cas. Bon, alors donc, si vous voulez, dans une situation quand même incroyable, c'est qu'on est face à des gens qui vont arriver au pouvoir, qui sont contre la paix, où les barrières qu'ils veulent ériger seront toujours plus grandes, les murs sont toujours plus grandes, les barbelés toujours plus déchirantes, et qui vont opposer des gens. Donc personne, au-delà du Sénégal, au-delà de Pastef, ne peut bien évidemment accepter cela. Alors après, il se trouve qu'il y a dans Pastef, dans ce qu'ils affirment, une volonté quand même d'être des hommes qui s'inscrivent dans une dynamique, on va dire, à gauche, et quand même cette dynamique à gauche dont moi-même je souverainiste. suis... Oui, souverainiste. Panafricaniste. Panafricaniste. Populiste un peu, non? Forcément. En tout cas, dans l'affichage qu'on a vu jusqu'à présent, mais dans cette dynamique panafricaniste, ils sont très bien positionnés pour pouvoir s'opposer à toutes les formes d'ostracisme qui pourront faire contre nous. C'est même dans leur ADN, normalement, quand on est panafricain, de ce que j'en sais, et notamment de mon mentor qui était Ahmad Dansoro, nous étions dans cette veine-là les premiers à nous opposer contre le fait qu'on s'en prenne à l'homme noir, et puis au Sénégal particulièrement. Je veux dire, on a connu aussi avec ça Senghor, avec son affirmation de la négritude, avec le fait qu'on ait réussi à imposer les cultures et le patrimoine matériel et immatériel de plus en plus dans le patrimoine mondial. Je pense qu'il y a des éléments à penser que le Sénégal peut être un fer de lance. D'ailleurs, il se trouve qu'à la rentrée, ce sera les 40 ans des SOS Racisme. Et j'appellerai, moi, par exemple, au Musée des civilisations noires de Dakar, qui est un lieu hautement symbolique, parce que les intellectuels sénégalais, de Phil Mensar, en passant par notre ami qui est aux États-Unis, comment il s'appelle son nom m'échappe, Bachir Bachandiagne, à ce que des syndicalistes, à ce que des militants africains, à ce que c'est qu'on puisse se retrouver tous et qu'on puisse réfléchir aujourd'hui à une chose.
Est-ce que quand quelqu'un insulte comme Zemmour, un Africain, un Sénégalais, est-ce qu'on peut réfléchir à une législation mondiale, on puisse le poursuivre aussi au Sénégal? Et comment faire pour que tous ces gens-là, nous leur opposions aussi une résistance? Dakar a été un haut lieu, par exemple, pour préparer la résistance contre l'apartheid. Eh bien, si certains décident de basculer dans le fascisme, Dakar pourrait jouer encore ce rôle-là. Vous avez déjà été l'auteur de quelques ouvrages comme Qui a peur de Malcolm X ou encore, déjà parlé dans cette émission, Préférence nationale, un apartheid de la française. Assez ironique quand on remarque que la France et ses entreprises gagnent plusieurs parts de marché sur le continent africain, notamment en Afrique francophone. Préférence nationale quand on est en France, mais on va quand même manger dans le bol des Africains comme on veut. Voilà. Toute la contradiction est là. C'est-à-dire que pendant que Bolloré finance des chaînes qui passent leur temps à insulter les Africains, pendant que sur ces chaînes on nous insulte à longueur de journée, en même temps, c'est un argent qu'on vient chercher son argent en Afrique. Bon, donc je dis à un moment, les Africains aujourd'hui, on a accès à tout. On a accès au net, aux moyens de communication modernes. On a accès au même titre, aux mêmes informations. On connaît les prix des denrées, on connaît les prix de l'uranium, on connaît les prix de l'or. On sait combien ça coûte une mine d'or, etc. On sait que l'apport du pétrole et du gaz, comme on vient de le découvrir au Sénégal, on ne pourra pas continuer à voir ces gens qui continuent à nous insulter, à nous maltraiter et continuent à avoir des parts de marché. Moi, je suis franco-sénégalais. Je continuerai à défendre l'axe franco-sénégalaise, la moitié de ma famille, j'ai grandi là, c'est grâce à la France que j'ai pu mener tous ces mouvements et tous ces combats. Donc je ne peux pas être ingrat. La France de Victor Hugo, la France des Lumières, c'est celle qui m'a porté où je suis. Je ne suis qu'un enfant de Tambacounda. Sans les François Mitterrand, sans la gauche française, sans tous ces... J'aurais pas pu mener tous ces combats pour la dignité. Voilà. Donc il y a une très bonne France qui est là. Voilà, qui est aussi une partie de notre famille. Et je continuerai à soutenir cet axe et cette France qui vont nous pousser... voilà, c'est là, il faut la pousser dans les poubelles de l'histoire. Et puis, ça, c'est des actes aussi. Et puis, le combat, c'est toujours permanent. Le combat, c'est pas un jour. Parce que lorsque le Front National était à 3% et que l'on disait, attention, il faut monter, on disait, oh, mais vous exagérez, vous êtes SOS Racisme. Vous vous rappelez dans mes différents ouvrages. Et quand il était à 10%, je dis, attention, il va gagner des villes. Non, non, jamais. Quand il a gagné des villes, attention, il va gagner des régions. Non, non, vous allez trop loin. Et nous voilà aujourd'hui dans cette situation parce que face à ces gens-là, voilà, qui c'est aussi un combat politique, idéologique, qui ont déjà, à un moment, dirigé le monde de façon très brutale, mais une partie même de la France, voilà, a basculé sous Vichy, faisant alliance avec l'Allemagne nazie. Et on sait ce que ça a donné. On voit bien toutes les conséquences que ça va entraîner. Bon, et ben donc, nous aussi, on doit dire aujourd'hui, on se met droit. Voilà, moi je vais revêtir mes tenues dans quelques jours. Je serai en France auprès des militants de SOS Racisme. Il y a une manifestation qui a été organisée déjà ce week-end. Il y a déjà beaucoup de gens ce week-end qui sont dans la rue à Paris. Je pense que ça va monter crescendo et nous devons continuer à résister fortement. Alors, comment réussir pour un gouvernement comme celui actuel du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, comment réussir à changer efficacement les rapports économiques entre l'Afrique et les puissances occidentales? Bon, je pense que d'abord, aujourd'hui, on peut pas s'opposer à cette volonté de souverainisme. Moi, vous savez, il y a l'aviateur résistant et grand écrivain français Romain Gary qui disait le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Voilà. Donc, je pense qu'on peut être patriote et qu'on peut réaffirmer une souveraineté. C'est une volonté moderne, normale. L'Afrique ne veut pas uniquement jouer les spectateurs, veut aussi participer aujourd'hui. On sait ce qu'on représente en termes de force. Donc moi, je pense qu'ils ont raison, le gouvernement actuel, le président actuel, le Premier ministre Sonko, d'affirmer le souverainisme africain, parce que ça veut dire, en tant que patriote, il est important. Nous avons des préoccupations essentielles. Moi, je pense que Emmanuel Macron l'avait déjà dit il y a un an. Oui. Redéfinir la coopération. Bien évidemment. Que ce soit du vrai gagnant-gagnant. Du vrai gagnant-gagnant. Sincère ou pas Je pense que c'est sincère parce qu'aujourd'hui, d'abord la France, je pense qu'elle a perdu beaucoup trop de positions en Afrique pour commencer à s'embêter et à s'empêtrer dans des débats comme le franc CFA. Les Africains veulent changer le franc CFA, veulent changer le nom, veulent une autre dynamique monétaire. C'est à eux de décider. Là, plus personne n'a le droit de s'y opposer et la France elle-même ne s'y oppose pas. Bon.
Après, l'Afrique a le droit de dire, moi, ma priorité, c'est l'agriculture, par exemple, et ma souveraineté alimentaire. Bon, ben là, je pense qu'il y a un coup à jouer. Je pense qu'y compris par rapport à tous les jeunes qui partent dans des bateaux de fortune et qui meurent, et ces intelligences qu'on perd, et ces douleurs affectives que je ressens à chaque fois quand nos enfants meurent en mer, je pense qu'il faudrait qu'on trouve des systèmes pour les stabiliser. Et ça n'a pas été moderne pendant très longtemps, mais aujourd'hui, tout le monde comprend qu'en formant des générations au métier agricole, en les reprenant goût au travail, à l'artisanat, à la formation professionnelle, et ben on peut stabiliser des populations. Moi, si c'est sur ces axes-là, vous avez été, moi si c'est sur ces axes-là, vous avez été membre du Conseil économique, social et environnemental de France entre 2006 et 2010. Vous avez donc travaillé sur ces questions-là, sur l'emploi des jeunes. Le problème dans beaucoup de pays. Pourquoi au Sénégal, par exemple, l'État peine-t-il à résoudre efficacement l'équation emploi des jeunes, par exemple? D'abord, je vous remercie parce que je vois que vous avez extrêmement bien étudié votre ami vieux militant Fodé-Sila, là, que ce soit dans mon parcours, etc. Et non, mais je dis ça parce que c'est vrai que c'est ce rapport, quand je l'ai fait sur l'emploi des jeunes des quartiers populaires en France, et que j'ai reçu l'unanimité du Conseil économique et social, c'est un travail que j'avais fait en me basant sur des éléments extrêmement concrets, sur par exemple la mobilité des jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, d'abord au Sénégal, moi ce que je ferais, c'est qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur les questions d'emploi et de formation. J'avais fait des rencontres citoyennes à Tambacounda il y a quelques années. Je m'apercevais que pour le Sénégalais moyen dans la rue, il ne sait pas faire la différence entre qu'est-ce que c'est ADPME, qu'est-ce que c'est l'ADER, qu'est-ce que c'est l'ANPG. Il faudrait quand même déjà qu'on puisse expliquer aux jeunes, si chacun avait la connaissance de ce qui existait, et qu'on permettait aussi que les mécanismes soient moins lourds. Moi, j'ai souvent des jeunes filles au Sénégal, des jeunes hommes qui me disent « j'essaie de remplir tel ou tel dossier, c'est encore trop compliqué, c'est encore trop complexe, on ne sait pas quel guichet aller ». Bon, il y a donc déjà la nécessité pour moi de faire que tous ces gens qui travaillent, et ce travail quand même qui a été fait, il y a énormément de choses qui ont été mises en place sous le président, sous la précédente magistrature et sous la présence du président Macky Sall. Beaucoup de fonds ont été donnés. J'aimerais peut-être qu'on essaie de leur trouver, un réceptacle commun et qu'on puisse s'adresser à des guichets uniques. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis moi porteur d'un projet Erasmus Afrique Europe Monde sur l'apprentissage et la formation professionnelle, où et maintenant j'ai réussi à trouver même des débuts, des mécanismes de mise en place avec la région Occitanie, et je pense qu'il faudrait former énormément de jeunes. Voilà, et ça va être une belle axe de coopération avec la France dans les métiers de la restauration, du tourisme, du numérique, de l'agriculture. Mais je veux vraiment m'intéresser pour que ça marche à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Il n'y a pas de problème pour un bac plus 3, bac plus 5 d'aller faire des études au Canada, en France, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les UT, c'est les lycées agricoles, c'est les métiers de l'artisanat. Et si on coopère là-dessus et qu'on forme une génération, ils vont trouver de l'emploi. Je vous prends deux exemples très concrets que je constate. Là, je vais à la Tambacounda depuis la fête de la Tabaski. Et je vois qu'on a mis des lampadaires solaires qui n'existaient pas il y a encore quelques temps. Maintenant, Tamba est éclairé. Tant mieux. Mais si demain, ces lampadaires finissent par tomber en panne pour la maintenance, il y a qui pour les réparer? Eh ben moi, avec mon Erasmus plus Afrique Europe Monde, ça représente la formation professionnelle, je vais proposer, quand je verrai le ministère de la formation professionnelle, qu'on mette en place une école rapidement où on forme des jeunes, on maintient. Et comme il y a un lampadaire solaire partout, ils auront forcément du travail. Deuxième élément, on vient de sortir le premier baril de pétrole. Autour des métiers qui peuvent se créer autour de cette découverte et cette exploitation du gaz et du pétrole, vous imaginez le nombre de gens qu'on pourrait former, le nombre de gens dans les métiers qui sont liés à tout ça. Eh bien, il faudrait aujourd'hui penser à former des jeunes. La dynamique s'est enclenchée, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner, mais comme vous me posez la question de dire qu'est-ce qui fait que ça marche pas, je pense que une concentration autour d'un même endroit. Le problème, c'est est-ce que ça attire les jeunes, toutes ces politiques, tous ces leviers mis en place? Ça en attirera une partie, ça n'empêchera pas qu'il y ait une partie aussi qui ont le droit, comme tout le monde sur Terre, à la mobilité. Voilà. Et alors, sur l'emploi des jeunes, le pouvoir passif peut-il réussir là où vraiment les régimes qui l'ont précédé, ils ont échoué? Ah bah écoutez, je leur souhaite. Je ne peux que leur souhaiter. Et c'est pour cela que je donne quelques pistes. Je pose la question parce que le message que les jeunes ne veulent pas entendre, c'est possible ici. Comment convaincre les jeunes Africains? Parce que je pense qu'il faut commencer à former massivement
dans les métiers de l'agriculture, dans l'apprentissage et la formation professionnelle. Changer tout le système éducatif, par exemple, ça doit commencer Pas par ça. Pas forcément changer, mais au moins le donner président une part Bassirou très Diomaye belle. Faye en a émis l'idée, le souhait de revoir ce système éducatif, de revoir l'école sénégalaise. Oui, d'accord. Moi, je pense qu'on peut toujours performer des choses, on peut revoir, mais moi, je suis jamais. Moi, il faut partir de ce qu'on a, l'améliorer. Par contre, ce que je crois, c'est qu'on a des efforts à faire, mais pas qu'au Sénégal, dans tout le continent, pour former massivement une génération, pour leur donner le goût de l'artisanat, du travail manuel, et c'est pas du tout quelque chose de dévalorisant. Bon, d'autre part, je pense que le paradoxe des migrants africains, les métiers qu'on refuse au pays, non, exactement, on les fait ailleurs. C'est ce que vous avez complètement raison, parce que quand on va se retrouver en Europe sans être formé, non seulement il sera une main d'œuvre clandestine convoyable à merci, mais on va se retrouver qu'on a des métiers manuels dégradants, et souvent on n'est même pas déclaré, on peut même avoir des conséquences sur sa vie. Bon, parce que quand on n'est pas déclaré, quand on disparaît ou quand on a un accident, il n'y a personne pour vous secourir. Mais je pense que il y a par exemple, moi une autre chose que je ferais, je pense qu'un service civique, un vrai service civique, dans lequel on profiterait pour mixte garçon-fille, peut être une proposition, et qui peut durer quelques mois. Déjà, ça permettrait que les 200 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, on puisse profiter de cette période dans un service civique mixte, par exemple, à les former massivement. Voilà, on pourrait dire, avant qu'ils ne sortent de là, ils aient un métier. On leur apprend quelque chose. Voilà. Il y a des tas de choses dans nos régions. On peut aujourd'hui travailler à la transformation de nos produits. Tout le monde m'en parle, moi, dans la rue, quand je suis avec les gens. L'exemple de votre Tambacounda qui est resté le même depuis qu'il existe pratiquement. Oui, mais par exemple, je trouve que quand je vais dans ma région et quand je vois par exemple tout ce qui existe en matière notamment de tout ce qu'on fait autour des métiers de l'or, etc. Je trouve que les gens sont pas assez formés. Je trouve que on leur permet pas de franchir une étape supplémentaire. Je pense je pense que quand je vais en Casamance, dans cette période, on mange de succulentes mangues, mais on le constate tous, vous voyez bien vous-même. On voit ces mangues qui pourrissent, on dit mais il faut quand même pas grand-chose pour les transformer. On a déjà commencé. Je vois les produits chez nous à Tambacounda comme le mil, le feuillon, qui aujourd'hui donne une sorte de quinoa international. On aimerait les exporter encore plus, mais il faudrait trouver les mécanismes de bien les mettre en paquet, de les rendre sexy. On essaie de transformer maintenant, mais à une petite échelle. Faisons ça, parce que de petites unités. Voilà, et pour répondre à votre question, l'autre élément, l'autre enjeu pour l'Afrique et pour le Sénégal, c'est l'industrialisation. Voilà, il faut maintenant qu'on passe à l'industrialisation et qu'on arrête de dépendre moins de l'exportation des produits de nécessité. Et vous voyez bien que voilà comment on est dépendant aujourd'hui dès qu'il y a une guerre, à la fois de l'énergie, à la fois de ça. Donc moi, de ce point de vue-là, au nouveau gouvernement qui dit allons vers la souveraineté alimentaire, et puis qui dit allons sur des sujets profonds, importants, et sortons un peu de la posture purement militante. Bon, on peut continuer à réunir des étudiants dans des universités, mais attention juste au syndrome de ne pas faire comme j'ai pu connaître par exemple en Guinée, où des années après, ils continuent à se comporter comme si c'était toujours dans l'opposition. Maintenant, on est pied au mur, c'est devant le pied au mur qu'on voit le maçon, et je pense qu'il faut y aller autour d'actions de formation professionnelle, réinvestir l'agriculture et se rendre moins dépendant. Je pense que le vrai souverainisme, c'est ça. Avoir un pays apaisé. Vous avez sans doute suivi les événements politiques entre 2021 et 2024 au Sénégal, avec l'alternance survenue le 24 mars dernier et l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Mais Ousmane Sonko, le Premier ministre, ses postures de revanche, de règlement de compte, de vengeance, son discours va en guerre. Ousmane Sonko, les attaques contre les magistrats, les journalistes, le bâton judiciaire qu'il brandit contre les membres du régime de Macky Sall, entre autres. Comment vous analysez tout cela? Je pense qu'il faut savoir à la fois politiquement répondre à des attentes qui sont posées par rapport aux Sénégalais qui ont voté massivement. Et je pense qu'honnêtement, ces attentes-là, ils vont sur le pouvoir d'achat, ils vont plutôt vers plus de justice. C'est sûr que s'il y a des gens qui à un moment ne sont pas bien comportés, mais je pense que très honnêtement, il faut assez rapidement passer à l'action parce que... il faut vérifier les comptes publics. Voilà, il faut, bien évidemment, vérifier les comptes publics, savoir d'où on part, c'est la moindre des choses. Mais après, toute tentative, à mon avis, d'avoir une politique de revanche, etc., je pense que c'est pas constructif. Moi, je dis ça
on peut, avec mon passé, mon regard, je considère que c'est des petits frères qui sont quand même, qui ont quand même un parcours brillant, qui ont fait que le Sénégal puisse faire cette alternative, qui est saluée dans le monde entier, parce que bon, on peut quand même reconnaître que les Sénégalais, en général, est sorti très fort quand on voit la situation du monde aujourd'hui de ces élections. On est loué par tout le monde. Bon, je pense que ça ne sert à rien d'en rajouter à une politique de revanche, etc. Je pense que maintenant, ce qu'il faut, c'est se mettre au travail. Mais en tout cas, moi, je me sens disponible pour apporter mes conseils, ma contribution, mon savoir-faire, parce que je pense que ça ne sert à rien. Ce monde n'a pas besoin de gens qui se divisent encore plus, qui se déchirent encore plus. Le Sénégal et le monde, on a besoin de continuer à aller vers avancer, vers l'apaisement et travailler pour les générations futures. Et il y a des tas de contributions sénégalaises, des gens qui aujourd'hui sont au pouvoir, des gens qui étaient au pouvoir hier. Et le président Bassirou Faye, je le vois, dans sa posture, est capable voilà, de réunir toutes ses compétences pour continuer le travail. Et après, je le dis, hein, parce que la liberté est quelque chose d'important. J'ai en ce moment une pensée particulière pour tous vos confrères de la presse. Je ne les connais pas spécialement. Moi, je suis plus un habitué de la presse française, mais j'ai toujours été heureux quand j'arrivais au Sénégal de voir tous ces journaux qui étaient alignés, et même les gens qui disaient des fois vous n'êtes pas démocratique, quand ils venaient, ils disaient la première chose qu'ils voyaient c'était ça, et de voir que cette presse abondante, et je pense qu'il faut veiller à ce que chacun d'eux puisse continuer son travail paisiblement. Donc c'est aussi un clin d'œil à tous ces gens-là, parce que moi les combats que je mène en faveur des droits de l'homme et de la liberté, je les mène tout le temps, où que je sois. Toujours prêt à aider le pays, mais vous gardez toujours votre titre, vos fonctions d'ambassadeur itinérant, poste auquel vous avez été nommé par Macky Sall en 2014, il y a 10 ans. Il y a 10 ans à peu près, oui, ça on verra. Si le président Diomaye Faye veut que je continue, je continuerai. Aujourd'hui, il y a aussi probablement un apport que je peux apporter au Conseil économique et social sénégalais en tant que ancien membre du Conseil économique français. Et puis je dirais quelque part, moi, au point où j'en suis, vous voyez bien, quand on a été député européen voilà, à 35 ans, 36 ans, et qu'on a été président des SOS Racisme à 27, 28 ans, on ne court pas après les titres. J'ai de l'expérience, je le mets à disposition de mon pays et je lance mon grand projet Erasmus Africa au monde pour la formation et l'apprentissage, et tout ce que je pourrais apporter aux institutions comme le Conseil économique, je le ferai. Et puis je suis très heureux d'avoir représenté le Sénégal voilà, et puis d'avoir aidé aussi le monde de la culture, réussir à faire que aujourd'hui une biennale comme la nôtre et nos artistes sénégalais, je pense notamment à la dernière action que j'ai fait à la Courneuve en France, c'est de ramener une statue d'Ousmane Sow au plein milieu de la Courneuve. Voilà, donc toutes ces actions culturelles, représenter le Sénégal au Maroc, à Fès, dans des conférences ou au Festival Gnawa qui va avoir bientôt lieu, représenter le Sénégal à la conférence mondiale sur l'immigration ordonnée et régulière avec l'ancien ministre de la Culture, Latif Coulibaly. Voilà, tous ces combats. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y avait, et je souhaite là aussi, voilà, un autre chantier qu'on pourrait proposer au président de la République ou même au ministre de l'Intérieur. On avait fait, il y a quelques années, au Maroc, une conférence mondiale sur les migrations ordonnées et régulières. Voilà. Et 180 pays s'étaient mis d'accord pour dire c'est vers ça qu'il faut aller. Voilà une initiative qu'on peut reprendre. C'est pas toujours aux gens du Nord de nous expliquer. La plupart des migrants et des mobilités, c'est à l'intérieur du continent. Voilà. Donc on peut très bien décider que nous-mêmes, nous serions à l'origine de ça. En tout cas. Ancien membre du Conseil économique, social et environnemental français, il y a un certain discours sénégalais qui dit qu'il faut dissoudre cette institution parce qu'elle prend beaucoup d'argent pour rien. Je pense que il faut faire attention parce que d'abord on ne dissout pas comme ça. Pour dissoudre, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut y aller par étapes. D'abord il faut aller à l'Assemblée nationale, essayer de trouver une majorité, et puis après la pertinence ou pas de. Voilà. Après moi supprimer le Conseil économique social. Moi honnêtement, je trouve que le Conseil économique et social, par moment, on peut avoir l'impression, en tout cas ce que j'en sais de la France et là où j'ai siégé, c'est qu'on peut avoir l'impression que ça vient se rajouter, mais pas du tout. Parce qu'il y a un lieu essentiel dans lequel la société civile organisée peut s'exprimer librement. Par exemple, le patronat, qui se retrouve à discuter avec des syndicalistes, avec des associations. C'est quand même un lieu dans lequel il y a un dialogue permanent. Par exemple, en France, elle a été véritablement le lieu où les communistes et les gaullistes se sont rencontrés pour la première fois.
Et comme ça permettait au patronat et aux syndicalistes de dialoguer. Et je pense que quand il y a des lieux dans lesquels le patronat, les syndicalistes, les associations peuvent s'entendre, organiser, faire des propositions, ce serait dommage de les supprimer. Merci beaucoup, Fodé Silla, d'être passé devant le grand jury de RFM, ancien député européen, ancien président de SOS Racisme, qui fête ses 40 ans en 2024. Absolument. Merci à tous de nous avoir suivis, à Abdou à la régie. Bonne fête de Tabaski à tout le monde et nos prières pour Mansour Dieng, fondateur du magazine Icône. Nos pensées à sa famille. Il nous a quittés cette semaine. Merci à tous. Merci et beaucoup. à dimanche prochain. Bonne fête de Tabaski et que Dieu nous garde tous.